Cette ville a une histoire un peu spéciale, c'est donc une capitale romaine un peu tardive puisqu'elle se met en place dans le courant du IIe siècle après Jésus-Christ. Et elle fait suite à une capitale qui est un petit peu plus au sud, qui s'appelle Lucandivois, et qui est co-capitale de la cité des Vauconces. Et l'autre capitale, c'est Vaison-la-Romaine, celle-là tout le monde la connaît. Pourquoi une capitale romaine du IIe siècle dans ce secteur-là? Et justement, en fait, ces zones de moyenne montagne, c'est une zone de passage privilégiée entre la vallée du Rhône, où tout le monde circule, et puis les Alpes et donc l'Italie. Et pour l'époque romaine, évidemment, avoir un lien direct entre les Alpes et la vallée du Rhône, sans faire le tour par le sud et par la Méditerranée, c'est un raccourci qui est fantastique. Du coup, on est là sur l'autoroute de l'Italie, dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, et encore au 2e siècle après, c'est-à-dire pendant toute la durée d'occupation pressentie en tout cas de ces établissements. Ces deux bâtiments mesurent tous deux à peu près une vingtaine de mètres de longueur pour 6 à 7 mètres de largeur. Ces bâtiments ont la particularité d'être dans des états de conservation vraiment très bons, ce qui fait qu'on arrive à appréhender les niveaux de démolition et surtout les niveaux d'occupation, notamment les niveaux de sol et les aménagements qui vont avec. Un des deux bâtiments antiques présents sur l'emprise de fouilles a la particularité d'avoir subi un incendie. Cet incendie est caractérisé par la présence de multiples morceaux de charbon de bois, dont des morceaux assez conséquents qu'on peut interpréter comme des fragments de poutres issus de la charpente. Et donc un des objectifs de la fouille est d'arriver à prélever ces éléments de poutre en bloc, en les conservant du mieux possible, avec deux objectifs pour la datation, appliquer de la dendrochronologie sur les charbons de bois. C'est une datation basée sur la succession des cernes du bois. Et en fait, en laboratoire, pour parvenir à réaliser la datation dendrochronologique, chaque gros fragment de poutre va être consolidé dans une gaine thermorétractable qui va définitivement stabiliser le morceau de charbon, ce qui permettra ensuite d'appliquer les traitements nécessaires à la dendrochronologie. Et puis un autre développement à partir des charbons de bois, c'est d'identifier les espèces d'arbres qui ont été utilisées pour justement fabriquer le bois d'œuvre. Ça nous permet de reconstituer tout le travail des charpentiers, ça nous permet aussi de reconstituer l'environnement ancien qui existait autour du site pendant l'Antiquité. Donc c'est une archéologie qui se fait à la fois sur le terrain et en laboratoire. Donc pour l'identification des espèces, on utilise un microscope. Les aspects dendrochronologiques nécessitent aussi des équipements un peu particuliers. Le prélèvement n'est que le début de la manœuvre. Le second bâtiment a été abandonné consécutivement à l'effondrement de sa toiture. Nous avons donc plus de la moitié de la toiture sur place, ce qui correspond à peu près une centaine de mètres carrés. Ça nous permet de pouvoir envisager des reconstitutions au vu de son très bon état de conservation et d'appréhender justement les techniques d'aménagement et de construction des toitures antiques. S'agit-il plutôt de bâtiments à vocation d'habitat ou à vocation agricole ou artisanale, ou s'agit-il plutôt de structures un petit peu mixtes, c'est-à-dire alliant la sphère domestique et la sphère artisanale? C'est vraiment l'étude de post-fouille qui pourra nous donner plus d'éléments pour la fonction, la chronologie et d'avancer des hypothèses, à savoir pourquoi et comment ces bâtiments ont été abandonnés à la fin de l'Antiquité.